Bien, merci à toi, Pierre-Yves. Merci au Cercle Aristote également pour m'avoir invité une deuxième fois. C'est toujours un plaisir de venir ici déjà en tant que tel et a fortiori d'y parler. Donc, effectivement, moi j'ai bu du petit lait rien qu'en écoutant ton introduction parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde et je pense que tout ce que je vais dire ce soir va aller dans le même sens. Je présente par avance mes excuses à tous ceux qui étaient présents lors de ma conférence précédente l'année dernière, car je vais reprendre ici une partie des idées que j'avais évoquées alors, mais cette fois-ci dans un contexte et une problématique tout à la fois différente et plus vaste. Donc attention au titre également de cette conférence. Ce titre, c'est « Penser les forces armées ». Ça n'est pas « Penser la guerre ». C'est autre chose, penser la guerre. Donc les forces armées. Et pour cela, je vais vous proposer, en fait ça va être simple, j'ai un plan très très simple, c'est un inventaire un peu à la Prévert, de conseils, de mise en garde, de mise au point, certains conseils même assez pratiques, voire assez prosaïques, mais qui me paraissent nécessaires malgré tout, et puis des pistes de réflexion, des pistes de recherche pour l'avenir, qui devront être poursuivies si l'on veut penser utilement et sainement les forces armées dans la période qui s'ouvre. Car ces questions, là je vais souvent avoir l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais en fait pas tant que ça je pense. J'aimerais bien que ce soit de l'enfonçage de portes ouvertes ce que je vais dire, j'aimerais bien, ça serait génial, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ce sont des questions fondamentales, vitales, et j'insiste bien sur ces deux adjectifs, fondamental, dans fondamental il y a fondement, t'as esquissé cette problématique à l'instant. Dans vital, il y a la vie. C'est-à-dire que c'est vital, c'est une question de vie ou de mort. Au sens le plus basique du terme. Pour qui veut non seulement comprendre, mais agir dans le politique. Et la force armée est l'un des fondements du politique. Et c'est toujours, et ça j'insiste bien là-dessus, je vais y revenir d'ailleurs, c'est toujours en termes politiques que l'on doit penser la force armée. C'est mon point de vue. C'est pas en termes de morale, c'est pas en termes de pathos, c'est-à-dire d'émotionnel et tout ça. Là aussi je vais y revenir. C'est en termes politiques, au sens non pas machiavélique, mais machiavélien du terme. D'ailleurs, j'ajoute, pour poursuivre une des idées que Pierre-Yves vient de lancer dans son introduction, il y a autre chose que fait la modernité. C'est qu'elle veut supprimer le politique. Partout. Partout, partout, partout. Le politique doit être éradiqué. Il n'y a plus de politique. Il ne doit plus y avoir de politique. C'est l'éradication du politique en tout, dans tous les domaines, au profit de quoi? La technique. Attention quand j'emploie la technique, que ce soit sous forme d'adjectif ou sous forme de substantif d'ailleurs. La technique, c'est pas la technologie. La technique, ça peut être aussi les techniques de management, ça peut être etc. C'est pas la même chose, c'est pas forcément la technique, c'est pas simplement l'ingénierie. Donc, penser la chose militaire, l'outil militaire, moi je pense que effectivement l'expression n'est pas, d'un point de vue strictement littéraire, elle n'est pas belle, je suis d'accord avec toi, mais au moins elle a cet avantage, c'est qu'elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Donc penser en termes politiques. J'ajoute ici, et là j'aborde quelques instants un sujet, on va dire un peu délicat, je marche sur des œufs, mais j'y vais quand même.
Pour bien penser ces questions, je pense qu'il faut éviter deux écueils opposés, mais qui ont fait beaucoup de mal dans l'univers politico-idéologique depuis des décennies. Ces deux écueils, eh bien je les nomme. C'est pour paraphraser cette phrase de je ne sais plus quel philosophe qui disait deux dangers menacent le monde, l'ordre et le désordre. Là c'est un petit peu pareil. Pour penser les questions militaires et stratégiques, deux dangers menacent l'antimilitarisme et le militarisme. Pour aller vite, l'antimilitarisme, il a été globalement au XXe siècle, on sait que ça a plutôt été un trait idéologique de la gauche. Même s'il existe de façon plus homéopathique un antimilitarisme de droite, ça existe aussi, mais c'est assez rare au XXe siècle, ça l'était beaucoup moins au XIXe d'ailleurs. Il y avait un assez fort antimilitarisme de droite au XIXe dans certains milieux de la droite de l'époque. Bon, mais globalement au XXe siècle, on a l'habitude d'associer antimilitarisme et gauche. Bon. Même si je pense que l'antimilitarisme est à étudier, parce qu'il n'a pas toujours dit que des bêtises. Notamment, il faut voir dans quelle situation il est né, comment il s'est développé au tournant des 19e et 20e siècles, pourquoi, comment, etc. Après la boucherie de la guerre de 14, etc. Bon, il a eu aussi, entre guillemets, de bonnes raisons d'émerger. Bonnes, j'insiste bien avec beaucoup de guillemets, hein, je parle en tant qu'historien là. Il lui est arrivé de dire des choses assez intéressantes, c'est plus le cas depuis très longtemps. C'est un discours qui est devenu depuis des décennies complètement creux, et que surtout, c'est pas tant qu'il soit creux, parce qu'à la limite même un discours qui pourrait être intéressant, avec lequel je pourrais être en désaccord complet, mais qui a des choses à dire, qui n'est pas creux, je dis pourquoi pas, ça apporte ça peut faire l'objet d'un débat, d'une engueulade même, pourquoi pas, parce que l'engueulade aussi, ça fait partie du débat et de la démocratie, et de la société humaine, et de la psyché humaine, c'est très bien l'engueulade. Mais là, c'est même plus ça, c'est complètement creux. Je vais vous raconter tout à l'heure une anecdote d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, on a eu ce que j'appellerais le militarisme de droite. Là aussi, c'est plutôt au XXe siècle. Au XIXe siècle, on a plutôt vu l'inverse. Hein, au XIXe siècle, surtout dans le premier XIXe siècle, le militarisme était plutôt une idéologie, à la suite de la Révolution française et du Premier Empire, c'était plutôt une idéologie de gauche, entre guillemets. Enfin bon. Donc les grilles peuvent changer selon les époques. Mais je dirais que face à un antimilitarisme qui est devenu complètement infantile et destructeur, on a eu de l'autre côté un militarisme qui était tout aussi infantile et improductif. Or, je pense qu'il faut s'en garder également, si on veut vraiment penser ça, ces questions-là à l'avenir. Il faut s'en garder sous deux formes. D'une part, je pense qu'il faut abandonner l'excès, ce que j'appelle moi l'excès de déférence à l'égard du militaire. Je ne dis pas qu'il faut être irrespectueux, c'est pas du tout ça la question, loin de là d'ailleurs, mais l'excès de déférence, hein, c'est quand même pas la même chose. La chose militaire et les militaires eux-mêmes doivent être abordés et pensés avec suffisamment de distance critique et respectueuse, mais penser la stratégie, penser les forces armées, penser les choses militaires, ça n'est pas se limiter à faire du commémorationnisme et ce qu'on appelle du devoir de mémoire, hein, pour employer le jargon actuel, c'est-à-dire qui consiste uniquement à avoir le cœur qui bat et à se mettre au garde à vous dès qu'on voit des étendards et des drapeaux et des cérémonies militaires. Ça a pris trop de place, au détriment de beaucoup d'autres choses. Donc, et puis également,
Le militarisme, et ça on l'oublie tout le temps, mais je tiens à le rappeler, le militarisme au tout départ, c'est un concept politique. C'est un type de régime politique. Le militarisme. Hein? C'est un type de régime politique, avant d'être une idéologie ou une esthétique. C'est un type de régime politique, et ce que je dis souvent, alors de façon totalement... pour faire de la provoque, hein, je vous le dis, pour faire de la provoque, j'aime bien ça. Hein, et en général, et quand je dis à des amis militaires, la première fois qu'ils entendent ça, ça rate jamais. Ça, je leur dis, mais tu sais, moi je suis anti-militariste. Et je leur dis, non, je te rassure, en 2 mots, au sens premier du terme, c'est-à-dire je suis contre le militarisme. Qu'est-ce que c'est que le militarisme ? C'est un système politique où ce sont les militaires qui dirigent un État, une nation. Et c'est contre ça que je suis. C'est accessoirement un système, cette fois-ci de façon plus idéologique, où les valeurs militaires sont considérées comme des valeurs qui sont supérieures à toutes les autres. Là, je dis non. C'est pas vrai, ce sont des valeurs qui peuvent être très belles, dans certains cas, pas toujours, qui peuvent être très utiles aussi, dans certains cas, mais pas toujours, mais qu'on peut pas plaquer à tous les domaines de la vie humaine, à tous les domaines de la société, c'est pas vrai. Notamment cette question de discipline de fer, je pense que la discipline de fer est nécessaire dans une armée, c'est évident, parce qu'au combat, on en a besoin, on ne peut pas fonctionner autrement. Vous êtes une section de combat, vous avez une mitrailleuse là-bas qui vous tire dessus, il n'y a pas de démocratie et de débat qui tiennent. Hein. Il n'y a pas de... Hein, c'est... Comme je l'ai dit une fois à des copains gauchos, je dis, mais oui, mais il faut fonctionner, parce qu'ils aiment bien employer le mot fasciste à toutes les sauces. Ben oui, mais on fonctionne de façon fasciste, c'est comme ça. C'est le sergent ou l'adjudant, il te donne un ordre, tu fermes ta gueule et tu l'appliques, cet ordre. Il n'y a pas de démocratie et de débat qui tiennent. Attends, non, on va réunir une cellule pour savoir si... Non, non. Sauf que ça marche en conditions de combat. Ça, c'est nécessaire en conditions de combat, mais pas dans les autres domaines de la vie. C'est ça que souvent, introduit de la confusion dans l'esprit de beaucoup de gens. De même que c'est une banalité ce que je dis, mais je pense qu'il faut la rappeler. De même que y a des trucs qu'on dit en situation amoureuse et qu'on dit pas dans la vie normale. Hein, à l'employé des impôts au guichet, on va payer ses impôts, ou je sais pas moi, ou à son patron, on va pas lui parler de la même façon qu'on va parler à son amoureuse sur l'oreiller. Bon, par exemple, là c'est pareil, la discipline de fer, pas de discussion, pas de démocratie, pas de débat, ça marche en situation de combat. La société humaine ne peut pas fonctionner de cette façon-là, parce que ça crée des perversions, ça a des effets pervers encore pires. Donc il y a ça, et puis il y a le militarisme en tant que système politique, mais je vais vous donner un exemple. La République romaine, qui était vraiment pas une république gauchiste et une république de hippies, où les États-Unis jusqu'à la Seconde Guerre mondiale sont des États anti-militaristes. La République romaine, un militaire n'a pas le droit de rentrer dans la ville, dans l'URPS de Rome. Il n'a pas le droit de franchir le fameux Rubicon, ce petit ruisseau qui est à côté de Rome. Jusqu'en 1941, un militaire américain en uniforme n'avait pas le droit de se promener dans les rues de la capitale fédérale des États-Unis, sans y avoir été appelé par le Sénat. Vous voyez ? Les États-Unis se sont construits, depuis les pères fondateurs jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, comme un État anti-militariste. L'armée était à part. Bon, se rajouter à ça, mais ça c'est une autre histoire, qu'aux États-Unis, l'armée de terre était tellement, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, était tellement une petite armée qui n'était pas vraiment une armée d'ailleurs, mais qui était plus ce que j'appellerais moi une gendarmerie lourde, qui était faite pour lutter contre les Indiens, les bandits mexicains et les grévistes.
C'était ça l'armée américaine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et puis la Seconde Guerre mondiale est venue, et là il y a eu une prise de pouvoir véritablement du fameux complexe militaro-industriel qu'on connaît encore aujourd'hui, et qui depuis maintenant, cette époque-là, domine les États-Unis, donc le monde. Mais avant, l'armée de terre américaine, c'est rien du tout, hein. C'est la marine qui est la grande force. Donc voilà, retenez bien cette idée. Et effectivement, avec cette déférence, je veux dire, oui, bon, je vais vous citer l'exemple. Et puis alors surtout, et ça c'est un truc que je vous donne, hein, gardez-le pour vous, ça reste entre nous, chut, mais surtout méfiez-vous des généraux. Hein. Enfin, ce qu'on appelle les officiers généraux, c'est-à-dire généraux, amiraux, etc. Parce que ce sont vraiment des postes politiques, et ce sont des gens qui sont véritables, plus encore que les colonels ou n'importe quoi d'autre, hein. Sont des gens qui sont habitués à être vraiment d'authentiques chiens de garde du pouvoir et à avoir tout le temps raison. Je me suis aperçu très souvent qu'en essayant de discuter avec des généraux, j'essayais de manifester un désaccord ou sur un point, etc. Non, j'ai raison. Un jour, j'ai craqué, j'ai dit, attendez, vous avez toute votre vie été habitué à avoir... soit des gens en haut qui vous donnent des ordres, soit des gens en dessous à qui vous donnez des ordres. Bah oui, mais ça c'était l'armée, moi je suis un civil, ça marche pas comme ça. Moi je suis pas d'accord avec vous sur ce point, donc on débat, on discute. Vous avez intérêt à l'accepter, sinon je me barre. Mais y a cette espèce de raideur et de suffisance, surtout de suffisance, je retiens ce mot, hein, c'est-à-dire suffisance, c'est-à-dire autosuffisance. C'est-à-dire que je ne m'enrichis pas de l'apport de l'autre. Je refuse de m'enrichir de l'apport de l'autre. C'est insupportable. Bref. Là aussi, j'aurais pas mal d'anecdotes à raconter. Mais bon, fort heureusement, tous ne sont pas comme ça, j'en connais. C'est très bien, aussi. Bref. C'était aussi une mise en garde, je pense, qui selon moi, est importante pour commencer à penser ces questions-là de façon un peu saine et l'esprit, je dirais, un peu nettoyé, lavé et dégagé de contraintes parasitaires. Et puis, je parlais de Rome il y a un instant, mais c'est Rome qui a inventé qui a créé cette maxime que tous les étudiants en sciences politiques devraient apprendre. Je ne sais plus s'ils apprennent quoi que ce soit d'ailleurs, mais bon, ceci est une autre histoire, comme disait Kipling. Mais sedant arma togae, hein, donc je pense que vous la connaissez, l'armée doit le céder à la toge. C'est-à-dire la toge a droit non seulement de pouvoir, mais elle... je cherche le mot. Préséance. Oui, de prééminence sur voilà. Sur l'armée, sur l'arme. Donc, je commence enfin j'ai déjà commencé d'ailleurs mon petit inventaire à l'après-vert, et je pense qu'il est nécessaire pour de partir. Je vais partir des choses les plus importantes pour arriver aux moins importantes à la fin. De partir des nécessités, mais également des grandes tendances qu'on observe aujourd'hui dans le monde sur ces questions-là. Pardon. Alors ici, parce que je voulais le caser plus loin, mais je préfère le mettre là encore en incise et en préalable, un petit peu comme ce que j'ai dit avant. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, je le martèle, et je le martèle partout où je vais, au point que certaines personnes qui m'ont déjà entendu 50 fois le dire en ont marre, mais tant pis. On est dans une période historique dans laquelle des totalitarismes sont en train de se mettre en place partout, a fortiori en Occident. Et ce sont des totalitarismes qui ont déjà bien avancé d'ailleurs dans le processus, c'est pas fini, mais ça avance bien. C'est des totalitarismes qui vont être bien pires que tous ceux qu'on a pu observer au XXe siècle. Bien pire. Avec ce qui est en train de se mettre en place, le nazisme, le stalinisme, le fascisme italien, etc., ça va nous apparaître comme ayant été le club méditerranéen, en comparaison de ce qui est en train de se mettre en place. Parce que ce sont des totalitarismes qui pourront parfois être plus séduisants,
moins visibles, moins caricaturaux, mais autrement plus efficaces et autrement plus terrifiants que ces dictatures précitées, qui étaient au final des dictatures assez archaïques dans leur forme, assez brutales. Cela dit, ça ne les empêchera pas, ces nouveaux totalitarismes, de mettre en œuvre des politiques similaires avec des purges gigantesques, comme celle qu'on a pu observer en URSS à la fin des années 30, qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts. Ou des camps de concentration, des exterminations de masse, c'est possible aussi. Ça fait partie du domaine des possibles. Je ne suis pas non plus Madame Irma en disant ça va se produire, mais je dis ça fait partie du domaine des possibles. Il faut le savoir. Et puis surtout, ce sont des totalitarismes qui n'arboreront pas forcément les oripeaux de cirque qu'on a vus au XXe siècle. Ils n'auront pas forcément du cuir, des bottes, des casquettes, des fouets et ce que j'appelle moi, le nazisme de sex shop, qui fait tant fantasmer soit les puceaux de droite, soit les bien-pensants de gauche. Hein. Ça n'aura pas forcément cette forme-là. Et effectivement, oui. Or, je vois par exemple chez beaucoup de gens de gauche aujourd'hui, enfin chez même la plupart, hein, moi je vois ça autour de moi, j'en connais pas mal, ils sont restés bloqués, mais de façon complètement psychorigide, comme vous savez, un disque rayé qui revient tout le temps, même truc, ils sont restés bloqués sur le danger fasciste, c'est des mecs en chemise brune avec un brassard à croix gammée, des bottes, pantalon de cheval et tout. Je leur dis, mais non, ça c'était le folklore de l'Allemagne à une époque bien précise de l'histoire. Si un truc similaire revient, d'abord, ça ne sera pas forcément exactement le même, il prendra d'autres formes, etc. Donc arrête d'être figé sur des clichés. Voilà. Cette incise peut vous sembler un peu hors sujet, pour moi elle ne l'est pas, parce que malgré tout, c'est lié à la question de la force armée. Au moins parce que ce que je m'apprête à dire. Je dirais que pour commencer à bien penser la force armée, il faut la penser pour ce qu'elle est, et pas pour ce qu'elle n'est pas, ou ce qu'elle n'a pas à être, ou à devenir. Je vous dis ça parce qu'on observe depuis plusieurs années, partout dans le monde, une tendance lourde que je juge pour ma part infiniment dangereuse pour les peuples, pour la démocratie. La démocratie, quelle que soit la forme qu'on lui donne d'ailleurs, et quel que soit le contenu qu'on veut placer en elle. La démocratie n'est pas forcément la démocratie parlementaire libérale. Et cette tendance lourde, que je juge infiniment dangereuse, c'est la fusion plus ou moins totale, qui a déjà commencé, entre d'un côté les forces militaires et de l'autre les forces dites, et là j'emploie un adjectif qui vient de chez les anglo-saxons, mais qui serait bon d'introduire dans la langue française, ou en tout cas de généraliser l'usage dans la langue française, sont les forces dites constabulaires. Qu'est-ce que ça veut dire les forces constabulaires ? Traduction, les forces policières, au sens large du mot. C'est-à-dire en incluant ce qu'en France on appelle la gendarmerie, etc. Bon. D'ailleurs, parenthèse, c'est intéressant quand je discute avec des anglo-saxons, des américains, des anglais, et que j'essaie de leur expliquer ce qu'est la gendarmerie en France, ils ne peuvent pas comprendre. Ça ne fait pas partie de leur champ cognitif. Mais c'est pas du tout un reproche que je leur fais d'ailleurs, c'est une constatation. Parce que l'idée qu'il y ait une force de police qui appartienne aux forces armées, avec un statut militaire, un anglo-saxon, et avec sa conception de l'État et du droit surtout, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible pour eux.
je suis le premier à être leurs grands adversaires aux anglo-saxons et à leur civilisation, mais j'avoue que sur ce point, ils ont peut-être pas tort. Mais c'est un débat. Or, cette confusion, effectivement, comme l'a évoqué Pierre-Yves Rougeron tout à l'heure, cette confusion, elle est dangereuse parce que, non seulement parce qu'elle généralise, comme je viens de le dire, mais parce que ça n'est pas du tout la même chose. Être un soldat, être un militaire, être un guerrier, d'un côté, être un policier, ou un gendarme, ou que sais-je, de l'autre, ce sont deux métiers différents. C'est pas parce qu'ils ont un uniforme et une arme à la ceinture que c'est la même chose. Parce qu'à ce compte-là, si on en reste sur des considérations purement, je dirais, extérieures ou purement cosmétiques de ce genre, à ce moment-là, ben, un boulanger, il a une blouse blanche, un dentiste aussi. Donc c'est le même métier. On peut continuer comme ça, hein, c'est un peu pareil. Or, c'est pas le même métier. Le policier, il intervient, son action se place dans le cadre d'un état de droit, contre des citoyens et avec un usage mesuré de la force, où l'emploi total de la force doit se faire vraiment en toute dernière extrémité. Et il n'intervient pas pour détruire entre guillemets l'adversaire. Et puis c'est une formation différente, c'est une façon de se comporter au quotidien. Je suis pas en train de vous donner des idées de vous exposer des idées comme on dit aujourd'hui, de bisounours. Hein. C'est une question simplement de savoir si on est des occidentaux ou pas. Je veux dire, on est des pays qui avons un état de droit, qui sommes des civilisés. Je veux dire, s'il y a des pays qui n'ont pas ces traditions-là et qui veulent mélanger policiers, militaires et puis cogner sur leur peuple, ça les regarde. C'est pas ma civilisation. Alors que le militaire, il est là pour faire la guerre. Et ça il faut bien se mettre dans le crâne ce que ça veut dire, jusqu'au bout. C'est-à-dire pour tuer. Un militaire, il est là pour tuer. Pas uniquement, vous allez me dire. Il est là pour vaincre. Alors, entre parenthèses, là, je fais une petite incise. En France, on n'a jamais eu de tradition dans l'armée française de prestation de serment des soldats. Ça n'a pas existé en France. Ça existe par contre aux États-Unis, dans d'autres pays aussi, mais aux États-Unis, il y avait dans la prestation de serment que devait faire tout bidasse américain, tout soldat américain, matelot, soldat, bon. Il y avait alors dans la prestation qui était en vigueur dans les années 50, 60, 70, 80 même, l'idée était... il y avait une phrase qui disait « Je jure de défendre les États-Unis contre ses ennemis, blablabla, et de vaincre mes ennemis, et de vaincre les ennemis de l'Amérique. » Ça a été remplacé depuis une vingtaine d'années, depuis le début des années 90, par une prestation de serment qui dit « Et je jure de détruire les ennemis de l'Amérique. » Ce qui me semble extrêmement dangereux, parce que c'est pas pareil. En France, le livre blanc parle de vaincre les ennemis de la France, mais pas de les détruire. On n'est pas dans une logique d'annihilation, d'anéantissement. Et qui dit annihilation, anéantissement, dit à terme, je suis désolé, dit potentiellement génocidaire. Et ça s'accorde bien également, et je vais y revenir tout à l'heure, avec cette vision de la stratégie américaine qui consiste non seulement à détruire l'adversaire, mais à le criminaliser. L'adversaire est un criminel.
C'est une vision, au sens propre du mot, totalitaire de la guerre. Là où une vision de la guerre non totalitaire dit l'ennemi, on le vainc. On doit le vaincre. Ça passe bien évidemment par de la destruction, par de la mort aussi, et puis des méthodes qui ne sont pas des méthodes de petits rats de l'opéra. Hein. On est d'accord, ce sont des méthodes musclées, viriles, tout ce que ça implique, mais c'est pas de la destruction, c'est pas pareil. Et c'est pas un préalable, c'est un moyen. La destruction. C'est pas un objectif, c'est un moyen. Toujours est-il qu'un militaire, ça fonctionne en termes de guerre. Je veux dire, on a reproché aux paras en 57, pendant la bataille d'Alger, on leur a reproché de s'être comportés comme des affreux tortionnaires et tout ça. Mais je suis désolé, on a demandé à des militaires de faire une tâche de police. Après, il ne faut pas se plaindre du résultat. Un militaire, il fait ce qu'il sait faire. Désolé. C'est pas... Donc ça, cette tendance, il faut bien la contrer et bien séparer les choses. Et je pense que dans cette séparation des pouvoirs, parce que c'est un pouvoir, le pouvoir policier et le pouvoir militaire sont des pouvoirs, eh bien il doit y avoir la même séparation des pouvoirs, aussi clairement marquée, et qui devrait, selon moi, être aussi théorisée. Ça, c'est un appel aux penseurs politiques et aux penseurs du droit, hein, ce que je ne suis pas, donc je lance un appel à la cantonade, à des recherches, à des travaux ultérieurs. Mais il devrait y avoir la même séparation, aussi forte, aussi marquée, aussi pensée, qu'il y a la séparation des pouvoirs chez Montesquieu. Hein, le législatif, l'exécutif, le judiciaire. Bon, ben, le militaire et le constabulaire, ça devrait être séparé. De même, devrait être séparé également le militaire et le sécuritaire. Alors là, attention aux mots. Parce que sécuritaire, au sens où je m'apprête à l'employer, c'est pas le même sens que celui dont je vais parler dans quelques instants. Là, sécuritaire au sens de sécurité civile. Hein, tout ce qui est pompiers, protection civile, tout ça. Pour moi, là non plus, ce ne sont pas des tâches militaires. Ce sont des tâches, effectivement, de sécurité civile, de sécurité. Parce que là aussi, il faut reconquérir les mots. Hein, je suis ton appel de tout à l'heure. Il faut reconquérir le mot de sécurité. Il faut reconquérir le mot de militaire. Il faut reconquérir également le mot de défense. D'ailleurs, je déteste ce mot défense. Je le déteste. C'est l'une des premières occurrences de la novlangue. La défense, c'est-à-dire qu'on se défend, on n'attaque jamais. Eh oh, vous prenez pour des imbéciles ou quoi? Je me défends. Ah, c'est l'autre qui attaque, hein, toujours. Non. Non. On peut très bien attaquer. Deuxièmement, la défense, ça recouvre, pour moi, c'est d'abord et avant tout, je prends le mot, je suis bête, je suis un imbécile, moi. Je prends les mots au sens basique qu'ils possèdent. La défense, c'est se défendre. Je peux me défendre contre la pluie aussi. Je peux me défendre contre la grêle, des orages, des inondations, des catastrophes naturelles. Que sais-je encore, des avalanches, bon. Appeler les forces armées la défense, pour ma part, enfin bon, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que si un jour je suis dictateur, c'est l'une des premières choses que je fais, je transforme le ministère de la Défense, mot qui ne veut rien dire, en ministère tout simplement des forces armées. Point. Et je retire du coup aux dites forces armées un certain nombre de tâches qu'on leur assigne et qui ne sont pas des tâches de guerre. Alors que les militaires de temps en temps puissent donner un coup de main en cas de catastrophe naturelle pour, etc. Oui, ok, mais c'est ponctuel. Ça n'a pas besoin d'être inscrit dans la loi. C'est le genre de choses, voilà, bon, c'est comme ça, mais ça... mais c'est tout, ils n'ont ni à faire les flics, ni à faire les gendarmes, ni à faire les pompiers et la sécurité civile. Moi, je serais pour ma part,
que la gendarmerie d'ailleurs soit retirée du ministère de la Défense pour être mise au ministère de l'Intérieur, que la police soit retirée du ministère de l'Intérieur pour être le bras armé du ministère de la Justice, le bras séculier du ministère de la Justice, la gendarmerie à l'intérieur, et à l'intérieur également un véritable et un authentique corps de sécurité civile dans lequel, entre parenthèses, on pourrait faire leur service national, pas militaire, national, à tous les jeunes, garçons et filles, y compris les immigrés, même non naturalisés français, et sans passe-droit, sans piston et sans planque. Et je pense qu'un service de ce genre, non seulement ça serait extrêmement utile, parce qu'on pourrait avoir un immense service sur tout le territoire, qui pourrait aider, qui pourrait constituer un outil pour même pas pour le pouvoir politique, mais pour la nation. Un outil absolument formidable en cas soit de grandes catastrophes naturelles, soit en cas par exemple de grandes catastrophes de type terroriste. Hein. Deuxièmement, on aurait un service qui pourrait véritablement responsabiliser tous ces jeunes dont on se plaint par ailleurs, et souvent à bon escient, qu'ils soient irresponsables, etc., etc. Et ça serait égalitaire, ça serait intégrateur, parce que pour tout un tas de jeunes immigrés, ça pourrait être intégrateur, ça pourrait, si c'est bien fait, si c'est intelligemment fait, ça pourrait avoir des vertus de ce genre. Et puis ça serait utile, ne serait-ce que, je sais pas, moi, faire passer le brevet de secouriste à des pans entiers de la jeunesse, bon, bref. Et puis de même qu'il faudrait, par exemple pour la marine, il faudrait retirer à la marine nationale tout un tas de tâches non militaires qu'on lui assigne actuellement. Et je pense qu'on aurait besoin d'une véritable marine qui fasse de la guerre sur mer. Une fois comme ça, je discutais avec un ami officier de marine qui était là très fier. Ah ouais, c'est vachement bien ce qu'on fait. Moi, j'aime bien faire ça parce que je me sens utile à la nation. On fait de l'assistance aux pêches. On va porter secours à des plaisanciers dont le voilier est en péril et tout. J'ai dit, mais j'en ai rien à foutre. Je suis un citoyen qui paye des impôts. La marine est un gouffre à pognon. De toute façon, toutes les marines, c'est pas un reproche, hein. Mais la marine, c'est depuis des siècles et des siècles, c'est ça. Il y a même certains théoriciens de l'histoire économique qui disent que l'une des principales causes structurelles de l'inflation structurelle qui existe en Occident depuis 5 ou 6 siècles, c'est la construction de flottes de guerre. Tellement ça coûte cher. Bon. Et moi, du coup, j'estime que du coup, vous devez... Je lui ai dit aux gars, aux copains, mais moi je m'en fous que t'ailles... On a besoin pour ça d'un corps de garde-côte qui fasse ce genre de boulot. Et toi, j'aimerais que tu fasses la guerre. Oui, mais on n'est pas en guerre tout le temps. Eh bien justement, tu te prépares en attendant. Et j'aimerais qu'au lieu de t'intéresser à aider les plaisanciers, je veux dire, le bourgeois du 92 qui s'est payé un voilier, qui ne sait pas s'en servir ensuite, et qui a des emmerdes à la sortie du golfe du Morbihan. Non, je suis désolé, moi j'aimerais bien que tu lises, que tu te formes et que tu lises la théorie du combat de porte-avions pendant la guerre du Pacifique, entre les Japonais et les Américains, que tu fasses ce genre de choses. Et on aurait besoin d'un corps de garde-côte pour ça. Donc, vous voyez, cette séparation du sécuritaire, au sens où je l'entends moi, et du militaire. Et puis, et ça c'est une anecdote que j'ai vécue, il y avait quelqu'un qui est là ce soir, qui était témoin de la chose, mais il va reconnaître, mais j'avais été invité, c'était quand, il y a 2 ans. Alors ne poussez pas de cris, hein, s'il vous plaît. J'avais été invité à parler à la journée d'études sur les questions de défense qui était organisée par Mélenchon et le Front de gauche. Bon, attention, hein. C'est pas gentil de se moquer des morts. Bref, je te retiens. Bref, non, mais je vais raconter l'anecdote. Elle est à la fois rigolote, mais en même temps, elle est rigolote dans un premier temps, mais dans un deuxième point, elle n'est pas rigolote du tout. Et j'étais dans le dernier panel de la journée, bon, et puis juste à côté de moi, à la tribune, là, comme ça, il y avait un général dont je tairai le nom,
Tais-toi. Toi, tu le connais, mais s'il te plaît. Je tairai le nom, etc. Moi, j'explique un que je viens de vous expliquer là, sur la séparation entre militaire et constabulaire, militaire et sécuritaire, etc. Et lui intervient après moi, il y a un débat, etc. Il dit « Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Ninger. Les militaires sont là, et je cite de mémoire, les militaires sont là pour faire tout, et je dis bien tout, ce que le pouvoir politique leur dira de faire. » Ah ouais. Ah ouais. On s'est engueulé à la tribune, bon c'était... on n'en est pas venu aux mains, mais ça aurait pu. Mais j'étais horrifié, j'étais scandalisé, parce que non, c'est pas vrai non plus. Mais ce qui m'a le plus scandalisé dans un deuxième temps, c'était pas cette déclaration de ce général, parce qu'en même temps, je connais ce genre de discours de la part de militaires, ils le tiennent souvent, etc. Donc, à la fois j'étais offusqué, je le suis toujours d'ailleurs, mais bon, en même temps je suis habitué, mais j'étais effrayé par quelque chose de bien pire, la non-réaction de la salle. La non-réaction totale de la salle. Pourtant des braves militants gauchistes, qui à l'époque où moi j'ai connu les gauchistes dans une autre époque, dans une autre vie, il y a 40 ans, ils auraient entendu ça en 71, 72, c'était... Le général sortait pas vivant de la salle. Il était découpé en lamelles. Bon. Et je dirais, d'une certaine façon, à bon droit d'ailleurs. Mais là, rien. Le néant. Encéphalogramme plat. Je me suis dit, oulala, elle est tombée bien bas à la gauche. Plus rien. Plus aucune pensée. Le néant. J'étais terrifié. Bref. Je pense que c'est une anecdote qui est intéressante parce qu'elle en dit long sur l'état d'esprit d'une partie de la nation. Cela dit, je pense que de l'autre côté, ça ne doit pas forcément être beaucoup mieux. Mais bon, je suis revenu de pas mal de choses. Donc, bien faire cette séparation. L'armée, elle est là pour faire la guerre et rien d'autre. Elle n'a pas non plus à faire de la diplomatie. Et à ce sujet, là je vais commencer à donner un certain nombre de conseils d'ordre très, très pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut lire, quelles sont les grandes problématiques qu'il faut étudier, qu'il faut mettre en avant, etc., etc. Mais justement, en préalable à cette liste, j'ai un dernier développement à faire. Depuis déjà plusieurs années, ouais, ça fait un bon petit moment déjà, la réflexion sur les questions militaires et stratégiques a été littéralement captée en France et ailleurs, dans le monde occidental en tout cas, et ça commence à... Là aussi, ça se répand un peu partout, a été capté par des gens qui, dans le monde universitaire, ont le vent en poupe et ont lancé une véritable entreprise hégémonique dans le domaine à la fois universitaire et dans le domaine de la pensée, qui sont les gens de cette sous-discipline des sciences politiques qu'on appelle les relations internationales. Les relations internationales, pour moi, en tant que discipline intellectuelle, et académique, pas dans l'absolu, pas la relation entre deux pays, mais c'est une machine de guerre intellectuelle du monde anglo-saxon pour formater non seulement le monde et sa diplomatie, pour formater les choses, mais également pour formater les esprits. Les relations internationales, c'est ça. Ce sont des gens, c'est une espèce pour moi à éradiquer. Ce sont des agents de Londres et de Washington. Au sens figuré, mais souvent même au sens propre d'ailleurs.
qu'est-ce qu'ils font comme mal? Beaucoup de choses. J'en retiendrai quelques-unes. Ce sont des gens qui dorénavant, avec eux, on ne fait plus de stratégie, on ne fait plus de diplomatie, on ne fait plus de géopolitique. Et surtout, on ne pense plus en termes de puissance. Sauf un pays qui lui a le droit d'ailleurs, tiens, curieux. Mais tous les autres ne doivent plus penser en termes de puissance. Tout est fondu dans un système international unifiant qui pense le monde en termes de sécurité. Nous y voilà. La sécurité internationale. Et les forces armées, là-dedans, effectivement. C'est là où le danger que j'expliquais il y a un instant s'insère. C'est que les forces armées, du coup, sont en quelque sorte des forces de police, chargées, cette fois-ci au niveau international, de faire respecter la sécurité internationale. Tout se tient. Hein, là, ça y est, ça prend forme. Et puis surtout, il ne faut surtout plus penser en termes de puissance. Hein. Ah non, hein, c'est fini. Hein. Sauf un pays. Ah ouais, curieux. Hein. Là, il a le droit, lui, ce pays-là. Un pays qui est quelque part entre le Canada et le Mexique, vous voyez. À lui, on dit rien, lui, sur sa puissance, on dit rien. Curieux. Bizarre. Mais quand les autres se mettent à penser en termes de puissance, ouh là là, ce sont des fascistes, ce sont des archaïques. Ils sont complètement à côté de la plaque. Mais vous êtes encore au 19e siècle, mon pauvre vieux. Ça, c'est dans le meilleur des cas, quand on est la France. Sinon, quand on est Poutine, quand on est la Russie, là, vous êtes un fasciste, un dictateur totalitaire, etc. Bon. Votre pays n'est pas une démocratie, c'est un système oligarchique. La Russie est un système oligarchique, je veux bien. Je lisais pas plus tard que cet après-midi qu'aux États-Unis, tous les sénateurs sont milliardaires et représentants de l'oligarchie, hein, tout simplement. Mais bon. Bref. Donc, parce que là encore, les relations internationales, avec leur système de pensée et de sécurité, effectivement, empêchent de penser la chose militaire, empêchent de penser la puissance, empêchent de penser la stratégie. Elles l'empêchent concrètement en vous interdisant de le faire, mais également, je vous dis, dans votre esprit, quand vous avez été façonné par les RI, après vous êtes incapable de penser sainement. Votre cerveau est plus programmé pour ça. Alors ici encore une incise, la puissance, ça c'est important. C'est important aussi pour penser les questions militaires. La puissance, il faut bien réfléchir à ce que c'est. La puissance, ça n'est pas le pouvoir, c'est pas la même chose. La puissance, il ne faut pas non plus la confondre avec les moyens de la puissance. C'est pas la même chose non plus. La puissance, ça n'est pas forcément d'aller casser la gueule à son voisin. Ça peut l'être, dans certains cas, mais ça ne l'est pas nécessairement. La puissance, je vais peut-être faire de la métaphysique, ou en tout cas de la philosophie de bazar, peut-être, je prends le risque, mais la puissance, c'est l'être, avec un E majuscule. C'est l'être qui s'affirme. Pas forcément d'ailleurs au détriment des autres, hein. Là aussi, ça peut l'être au détriment des autres, mais c'est pas nécessaire. C'est l'être qui s'affirme et qui dit « je suis là, j'existe ». Voilà. Et j'ai mon être, donc mon autonomie, mon libre arbitre, mon existence propre et autonome. Et j'ai personne au-dessus de moi. Sauf peut-être Dieu pour ceux qui sont croyants, mais c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, j'ai aucune puissance terrestre au-dessus de moi. Personne. C'est l'affirmation de l'être, la puissance. De l'être d'une nation, d'un humain également. Et je pense que d'ailleurs, cette réflexion philosophique, parce que c'est une réflexion philosophique sur la puissance, doit se poursuivre. Et bon, j'ai déjà commencé à avoir de longues discussions avec certains amis sur cette question.
Pour l'instant, il n'en est encore rien sorti de concret, c'est-à-dire d'écrit. Mais la puissance, il faut aussi la penser comme étant une puissance à la fois au sens où l'entendait Nietzsche, mais également au sens anthropologique. C'est-à-dire, pourquoi pas, éventuellement, y compris, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il faut pas, si on veut qu'on poursuive cette réflexion sur la puissance, il ne faudra pas hésiter non plus, et je le dis même si je dois choquer, mais je ne suis plus à ça près, y compris ne pas hésiter à explorer la métaphore sexuelle dans la puissance. On parle bien de puissance sexuelle, je pense que c'est pas un hasard non plus. Donc réfléchir à la puissance, parce que la force armée est justement un des outils de la puissance. Pas le seul, loin de là, mais c'est un des outils. L'économie, la culture, le rayonnement, tout ça, ça en fait partie, c'est vrai. Mais là encore, le tout est plus grand que la somme des parties. C'est-à-dire qu'on peut additionner la force armée, l'économie, le rayonnement culturel, ceci, cela. On aura beau les rassembler, les mettre les uns à côté des autres, c'est pas encore ça. C'est un tout qui est encore au-dessus de la somme des parties. Là-dessus, petite pierre dans le jardin de la France, Dieu sait si je suis patriote, mais trop souvent en France, je pense qu'à travers notre histoire, on n'a pas compris ce que c'était vraiment que la puissance. Trop souvent en France, on a commis une erreur magistrale, c'est de confondre la puissance avec autre chose, la gloire. C'est pas la même chose. La gloire peut faire partie de la puissance aussi, mais la puissance n'est pas réductible à la gloire. D'où est-ce que ça vient, cette confusion? Alors là, il faudra un historien des idées, des représentations, pour l'étudier. Je pense que ça vient, et ça s'est cristallisé à l'époque, c'est assez clair, à l'époque de Louis XIV. Ça me semble à peu près clair, cette confusion entre puissance et gloire. Mais je pense que ça remonte encore plus loin, ça prend des éléments du système de valeurs et de représentation de la chevalerie médiévale, je pense. Bon. Enfin, de la chevalerie médiévale tardive, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire à l'époque où la chevalerie est déjà entrée en décadence. Parce que la chevalerie qui n'est pas décadente, la chevalerie qui est au contraire ascendante, qui est en formation, qui est pleine de vigueur, celle des débuts du Moyen-Âge, elle n'a pas du tout d'idéologie de ce genre, hein. C'est au contraire, c'est viril et concret. Hein. Un chevalier du 10e, 11e siècle, ou 9e, 10e, 11e siècle, j'avais lu une fois une définition sous la plume d'un spécialiste de sociologie historique qui avait donné cette définition que maintenant j'utilise tout le temps parce que je la trouve absolument géniale. Je l'avais citée la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qu'est-ce que c'est qu'un seigneur féodal à cette époque-là? C'est un chef d'entreprise agricole à poigne. Et là, on n'est pas dans les romans de chevalerie, le roman courtois, etc., etc. On est dans le concret. Hein. Bon. Donc, voilà, la puissance. Alors, une fois tous ces grands préalables mis en place et bien intériorisés, je n'aurai plus que des conseils d'ordre extrêmement pratique, voire prosaïque, à donner. Il faut se former. On va avoir besoin de gens formés sur ces questions-là. Quand je dis on va avoir besoin, c'est pas en termes de débouchés et d'emploi, hein, parce que dans ce domaine-là, comme dans tous les autres d'ailleurs, c'est pas la peine. Mais je pense qu'en tant que citoyen, et a fortiori en tant que citoyen intéressé par le politique, on a besoin de gens qui se forgent une vraie culture stratégique et militaire. Stratégique d'abord. Militaire, ensuite c'est technique. Ça peut venir après, mais stratégique. Donc d'abord, selon moi, toutes les mises en garde, toutes les précisions que j'ai exposées jusqu'à maintenant. J'y ajoute, formez-vous en géopolitique, en stratégie
ayez une vision globale de ces questions, c'est-à-dire en y incluant l'économique, le politique, c'est évident, le social aussi, parce que si on a besoin de faire, par exemple, sachez que créer une armée nombreuse, c'est faire appel au peuple, donc à travers la mobilisation générale, par exemple, générale ou partielle, mais mobiliser le peuple, c'est-à-dire armer le peuple, c'est une question sociale. Hein, comme on l'avait compris à la Renaissance, distribuer des armes au peuple, c'est pas neutre. Bon. Et c'est les nations d'ailleurs qui ont mieux su faire ça et le gérer ensuite, qui se sont mieux débrouillés dans la stratégie, comme par hasard. Et c'est les gens qui n'arrivent pas, par incapacité, par blocage mental, par que sais-je encore, à faire appel au peuple et à intégrer le peuple dans la nation, qui se plantent. Le peuple dans toutes ses composantes, même celles qu'on n'aime pas. Donc pensée globale, économie, parce que l'économie c'est la base de la puissance militaire, hein, tout bêtement. Ne serait-ce que des arsenaux, ça faire en sorte que les types aient suffisamment de munitions pour se battre, etc. Bon. Méfiez-vous également, si vous voulez penser ces questions-là, méfiez-vous des clichés, méfiez-vous des lieux communs, méfiez-vous des évidences. Certains de ces clichés sont faux, certains sont vrais, mais peu importe. Je vais vous donner un exemple, et ça souvent, alors là je jette une pierre dans le jardin des militaires, très souvent les militaires sont les rois pour balancer des clichés. Le militaire est courageux, le militaire a de la volonté, le militaire... Ben oui, mais c'est évident, donc il n'y a même pas besoin de le dire. Si on se met à en écrire des tartines sur le courage, alors que c'est évident, bon... Je vais vous donner un exemple. Chez les Romains, je pense que c'est un exemple valable en matière d'efficacité militaire et stratégique, Rome. Hein ? A priori. Ils ont peut-être fini par perdre à la fin, mais quand même, hein, ils ont quand même tenu 6 ou 7 siècles avant. Hein. Attendez qu'on en fasse autant. Bon. Ils ne demandaient jamais à un soldat d'être courageux. Et jamais un auteur militaire romain ou un écrivain politique romain fera l'éloge d'un militaire ou d'un chef de guerre ou même d'un petit légionnaire de 2e classe en disant il est courageux. Jamais. Parce que pour un Romain, ça fait partie des évidences. Un soldat, c'est courageux. Point. Donc il n'y a pas besoin de s'étendre dessus. Et en général, quand un auteur romain dit un tel est courageux, c'est que le un tel n'est pas un Romain. C'est un barbare. Et qu'est-ce qu'il signifie par là, l'auteur romain ? C'est que les barbares, eux, ils n'ont que le courage. Ils ont le courage, effectivement, ils sont courageux. Ils se jettent au combat et à la mort comme des imbéciles. Nous, les Romains, on a le courage, mais on a l'entraînement. Un bon militaire, c'est d'abord et avant tout celui qui s'entraîne pour les auteurs romains. C'est celui qui passe des journées entières à s'entraîner. En plus avec des instruments plus lourds que ceux qu'il va utiliser au combat. C'est-à-dire bouclier et épée plus lourdes que celles réelles. Pour que celles qui sont réelles au combat lui apparaissent légères. C'est quelqu'un qui s'entraîne du matin au soir, et c'est quelqu'un qui est discipliné, qui a un idéal, c'est-à-dire qui combat pour Rome, et qui combat de façon non pas anarchique comme les barbares, même si effectivement on peut en avoir une vision un peu sympathique et drôle. Hein. Vous savez, dans Astérix, toujours il y a le cliché des Gaulois qui, comme une meute de brutes qui foncent dans les rangs bien ordonnés de la Légion romaine. Oui, mais ça c'est uniquement dans Astérix. Hein. Dans la réalité, c'est pas ça. Les barbares qui essayaient de faire ça, ils se... Bon. Donc... j'interviewais récemment le général Bach à propos des écrits militaires du maréchal Foch. Alors entre parenthèses, bon, c'est paru dans le dernier numéro de Guerre et Histoire, entre parenthèses, moi j'étais ravi parce qu'il descend en flamme Foch en disant
faut arrêter d'élever ce type au pinacle, c'est un très mauvais théoricien, c'est lamentable, etc. Et il dit, alors il cite tout un tas d'exemples de ce qui constitue selon lui la mauvaise qualité de la pensée militaire de Foch. Et parmi les exemples, alors ça c'est un petit exemple accessoire, mais il dit, oui, il insiste à un moment beaucoup sur le fait que un chef de guerre a de la volonté à ceci, cela. Et Bach dit, mais je veux dire, pourquoi il s'étale là-dessus? C'est une évidence, oui. Évidemment. Il n'y a pas besoin de broder des heures dessus, d'une part, et il n'y a surtout pas besoin de théoriser, comme il le fait, de la pseudo-théorie d'ailleurs, en plus, qui d'un point de vue strictement scientifique serait démontable en 2 temps, 3 mouvements. Hein. Mais, donc, méfions-nous des clichés et des évidences. Elles ne le sont pas. Attention aux mythes, parce que là aussi, ce domaine-là est un nid à mythes, mais pas M-I-T-E-S, M-Y-T-H-E-S. Le mythe de la pensée stratégique chinoise, par exemple. Alors ça a été une grande... depuis les années 70, alors ça a commencé avec les gauchistes maoïstes qui étaient là, avec... Mao, la théorie de la guérilla, etc. Bon. Et ensuite, à partir des années 80, c'était repris par tous les tocards du monde du management et de l'entreprise. Oui, il faut lire Sun Tzu, il faut lire les grands penseurs asiatiques et tout ça. D'une part, les grands penseurs asiatiques, c'est à peu près incompréhensible pour un occidental, parce que ça fait référence à des figures de style littéraire et poétique qui sont incompréhensibles pour nous, ou alors, à moins d'être un vrai sinologue, qui rentre en profondeur dans la pensée asiatique, mais de savoir que telle la feuille qui au printemps... Non, arrêtez. C'est pas vrai, ça c'est du pipeau, ça. Ça c'est du pipeau complet. En plus, c'est de l'exotisme de pacotille. Hein, comme les petits bourgeois qui au 19e siècle allaient s'acheter des meubles chinois ou porter des robes de chambre en soie avec un dragon dans le dos. Bon, c'est de l'exotisme de pacotille, Sun Tzu. Hein. Donc arrêtons avec ce genre d'imposture, et ce d'autant plus que on sait maintenant que chez tout un tas de théoriciens militaires de l'Antiquité occidentale, grecque et romaine, il y a tout un tas de gens qui donnent les mêmes conseils que Sun Tzu. Hein. Genre le mieux c'est de vaincre en évitant le combat, etc., etc. Des conseils de bon sens stratégique et politique. Il n'y a pas besoin d'aller en Chine pour les trouver. Hein. Les grands classiques de chez nous l'ont déjà écrit. Autre cliché, la guérilla vainc toujours, etc. Pipeau complet. Les Allemands, le modèle militaire allemand. Moi, ce que je dis toujours quand j'entends des gens me dire ça, je dis ah ouais, modèle militaire allemand, je te rappelle qu'ils ont perdu 2 guerres quand même. Il faut voir la branlée qu'ils se sont pris à chaque fois. C'est pas des pichenettes qu'ils se sont pris. Donc arrêtons sur le mythe militaire allemand. Et ce d'autant plus, ce qui me permet de faire la transition avec la suite, que pourquoi les Allemands étaient mauvais et ne doivent en aucun cas constituer un modèle, c'est que les Allemands sont bons en matière de ce que j'appelle moi le professionnalisme militaire. Enfin les Allemands de la Première et Deuxième Guerre mondiale, hein, je ne parle pas des Allemands d'aujourd'hui, je parle des Allemands entre guillemets de la grande époque, hein, celle qui fait fantasmer. Ils sont bons en matière de professionnalisme militaire et ils sont bons en matière de tactique. Et encore pas toujours, mais bon, admettons qu'ils le soient. Mais pour le reste, c'est une catastrophe. Or, si on se laisse guider par la tactique pour penser les questions militaires et stratégiques, on est mort. Il ne faut pas se laisser guider par la tactique. La tactique, elle est là pour être au service de la stratégie, pour permettre à la stratégie d'atteindre ses buts. Mais la tactique en soi n'apporte rien. On peut gagner 100 000 batailles et perdre la guerre. La tactique, elle fait gagner des combats. L'armée allemande n'a pas cessé de gagner des combats. Hein.
Même en 44, même en 45, à certains moments, ils étaient tellement bons au niveau tactique et professionnel qu'il leur arrivait de gagner encore des combats sur des micro-points, hein. Oui. Le problème, c'est qu'au niveau global, ils étaient laminés. Ils passaient sous un rouleau compresseur. Donc la tactique, non. Qu'un sergent-chef soit fier d'être bon tactiquement, c'est normal. Parce que c'est son boulot. Mais pas un général d'armée. Et pas un citoyen qui essaye de penser la politique. De même, méfiez-vous, ne pas se laisser guider par la technique. Alors cette fois-ci au sens étroit du mot, c'est-à-dire la technologie. Ça aussi, c'est un défaut d'aujourd'hui, c'est un écueil terrible, c'est de se laisser guider. Alors je ne dis pas qu'il faut retourner à l'âge de pierre et à l'arbalète et à des armes archaïques, hein. Mais il ne faut pas se laisser guider, il ne faut pas se laisser mener par le bout du nez, par le discours des techniciens et des ingénieurs. Parce que c'est un discours étroit, à courte vue, parce que, accessoirement, c'est aussi le discours idéologique de la grande industrie. Hein ? Or, ce n'est pas la grande industrie de déterminer quelles doivent être les forces armées de la France. Désolé. Enfin, c'est mon idée, hein. Alors peut-être que on peut être en désaccord avec moi, hein, mais moi, j'estime que les industriels et les banquiers n'ont pas à définir notre stratégie. Et les ingénieurs non plus. Donc ne pas se laisser guider par la tactique, ne pas se laisser guider par la technologie. Attention aux mythes, méfiez-vous des clichés, ayez une vision globale. Ne pensez pas en termes de héry, mais en termes de géopolitique et de stratégie et de puissance. Et je pourrais continuer longtemps encore avec d'autres considérations. Et puis lisez de l'histoire militaire. Mais lisez de l'histoire militaire, je vais terminer là-dessus. J'ai gardé le meilleur pour la fin parce que c'est ma spécialité à moi, donc bon, je vais faire de la pub, de l'autopromotion, on va dire. L'histoire militaire. D'abord, plongez-vous dans la nouvelle historiographie de la chose militaire. Une bonne partie de ce qui a été écrit sur les questions militaires jusqu'aux années 60-70 est très mauvais. Très mauvais. Parce que les universitaires, de fait, ont laissé, à quelques rares exceptions près, ont laissé le domaine de l'histoire des questions militaires, soit aux militaires eux-mêmes, qui ne faisaient pas de l'histoire parce qu'ils faisaient de l'histoire à but utilitaire, et je dirais utilitariste immédiat, ce qui fausse le regard du scientifique et de l'analyste, ce qui le distord, soit à des historiens amateurs qui ont fait du mauvais boulot. Bon, il y a une nouvelle historiographie qui a été faite depuis 20-30 ans, essentiellement à l'initiative des anglo-saxons d'ailleurs. Là aussi, ça me fait mal au ventre de l'admettre, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est eux qui ont démonté, par exemple, le mythe de l'excellence militaire allemande. C'est eux qui l'ont remis au goût du jour en disant il faut absolument étudier la guerre germano-soviétique du côté soviétique et pas se contenter de l'étudier du côté allemand. Et c'est eux notamment qui ont mis à jour le fait que la pensée théorique militaire soviétique des années 20 et 30, enfin des années 30 en tout cas, a été l'une des plus avancées du monde. Et a été l'une des plus avancées du XXe siècle. J'ai bien dit la pensée théorique. La pratique, c'est autre chose. Mais au moins en tant que pensée théorique, ils ont pondu des concepts, ils ont pondu des concepts à cette époque-là, à l'Académie de l'état-major soviétique à Moscou, qui sont absolument extraordinaires, notamment cette notion à laquelle je tiens beaucoup, qui est la notion d'art opératif, ou d'opératique, qui s'insère entre la stratégie et la tactique, et qui est un concept absolument nécessaire si on veut penser la guerre moderne. Donc, utilisez cette nouvelle histoire militaire, d'autant plus que, bon, alors, tout n'est pas bon, hein, il y a à boire et à manger, bien évidemment, mais il y a des choses vraiment intéressantes à y prendre, notamment parce qu'ils étudient tout un tas de domaines qu'on pourrait juger annexes, comme la sociologie du recrutement des troupes, etc., etc. C'est intéressant. Ne vous contentez pas, comme trop souvent les spécialistes dits de défense aujourd'hui,
les rares fois où ils se mettent à étudier un petit peu l'histoire militaire, quand ils ne la méprisent pas, ils ne connaissent que, et encore mal, ils connaissent l'histoire militaire du XXe siècle. Oui, mais moi j'ai envie de leur dire, ok, le XXe siècle c'est bien, mais étudiez aussi le XIXe, étudiez aussi l'époque moderne, c'est-à-dire la Renaissance, le XVIIe et le XVIIIe, étudiez le Moyen-Âge, étudiez l'Antiquité, étudiez l'Asie, étudiez l'histoire militaire des autres ères civilisationnelles, étudiez l'histoire militaire de l'Afrique, étudiez l'histoire militaire de la Chine, de l'Inde, de la Perse, des peuples des steppes, étudiez l'histoire militaire des peuples précolombiens. Là aussi, il y a des choses à prendre. Et, surtout, quand je dis des choses à prendre, il ne s'agit pas de tirer des leçons. Je me méfie considérablement du concept de leçons de l'histoire. Les leçons de l'histoire, on leur fait à peu près tout et rien dire. Hein. Enfin, on leur fait dire à peu près tout et son contraire, plus exactement. Mais l'histoire, elle est d'abord et avant tout importante pour mettre en perspective les choses, y compris dans la longue durée historique. Quand je dis mettre en perspective, prenez ce mot, encore une fois, au sens littéral. C'est-à-dire au sens que ce mot possède, par exemple, dans un domaine bien particulier qui s'appelle le dessin, ou la peinture, la perspective. Hein, vous savez, avec les lignes de fuite, avec tout ça. Bon. Mettre en perspective, c'est-à-dire savoir où on est. C'est-à-dire, vous avez un point comme ça. Ce point, admettons que ce soit un événement militaire, en l'occurrence, puisqu'on est en train de parler de questions militaires. Oui, mais l'histoire, justement, elle va vous donner les deux axes, les abscisses et les ordonnées, qui vont vous permettre de situer ce point. Sinon, vous avez un point dans le vide. L'histoire, elle est là pour ça. Et à partir de là, vous pouvez mettre en perspective à quel moment sommes-nous, dans quelle phase nous trouvons-nous. Ce qui ne veut pas dire que vous obtiendrez une réponse à chaque fois, parce que souvent il n'y a pas de réponse claire et nette, mais au moins le fait de vous être posé la question et d'avoir des débuts de commencement d'éléments de réponse, ça sera déjà énorme et utile. Je termine par un exemple. En 1996 ou 17, je ne sais plus, quand Chirac a décidé de suspendre le service militaire. 96, oui. Il y a plein de gens qui ont dit « Ah, ben c'est la fin c'est la fin d'un siècle de service militaire en France, la fin d'un phénomène qui était d'une véritable institution dans la société française, la conscription, etc., qui a été mise en place dans les années 1880 par la Troisième République, etc., etc. C'est la fin d'un cycle d'un siècle. Moi, je disais à l'époque, oui, c'est vrai, c'est la fin du système de conscription, comme vous le dites. Mais je pense que ça s'inscrit également dans un cycle qui est encore plus vaste historiquement. C'est ça la mise en perspective. Ça s'insère dans un cycle qui commence au XVe siècle, en Occident, qui est le cycle de la montée, le phénomène de montée en puissance numérique, des armées en Occident. Une armée médiévale, c'est quelques milliers d'hommes. C'est pas beaucoup, c'est petit les armées du Moyen-Âge. Et puis à partir du XVe siècle, XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe, etc., la taille des armées ne cesse de grimper, de façon quasi continue, jusqu'à atteindre le pic, c'est la Deuxième Guerre mondiale, où les armées sont devenues des espèces de monstres gigantesques, de plusieurs millions d'hommes et de femmes. Et ce sont des sociétés bis, d'ailleurs, elles ont toutes les professions, toutes les choses que possède une société humaine, elles les possèdent aussi. Une société humaine possède des postiers, l'armée possède ses postiers, en uniforme, et avec un statut militaire. Une société possède des dentistes, l'armée possède ses dentistes, etc., etc. C'est-à-dire, c'est pas uniquement des combattants, c'est devenu des sociétés bis. C'est énorme, les armées de la Seconde Guerre mondiale. Gigantesque. Bon, et là, c'est le pic. Et ce pic est atteint pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis, alors c'est vrai que ça baisse après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on démobilise, mais ça reste quand même le modèle de référence, à travers la notion de levée en masse, de conscription, de mobilisation générale, le cas échéant, etc., etc. Et dans les années... ça commence en fait dans les années 60, 70, etc. Peu à peu, les grandes puissances se mettent à supprimer
La notion de conscription, ça commence avec les Anglais dans les années 62-63, les Américains en 73 au sortir du Vietnam, et les Français 25 ans plus tard. Mais donc ça s'insère dans un cycle historique beaucoup plus grand et beaucoup plus long. C'est aussi la fin de ce cycle. Ça, c'est un exemple de mise en perspective au sens où je l'entends. Voilà, je pourrais continuer des heures, pardon. Mais non. Non, mais du coup, je laisse pas de temps aux questions, c'est dommage. Mais t'inquiète pas, on y passe tout de suite. Merci beaucoup.